bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être là. C'est presque la dernière conf de la journée, mais il y a du monde, ça fait plaisir. Voilà. Il y a 116 places dans la salle, c'est plein. On Moins fait un. minimum 30 personnes, ça va. On est content. On a amorti notre trajet. Alors, qui on est déjà? Donc, moi, c'est Nicolas Sylvain. Je suis référent expertise Java et Angular donc, à SQLI Lyon, donc, qui est une SS2I. Et moi, je suis Émile Chometon et je suis référent expertise développement côté DevOps, très généralement, à Lyon aussi. Et ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, 3-4 ans à peu près. Et donc, on vient de Lyon pour faire cette conférence. Il faut savoir qu'il y a un SQLI à Rouen. Je ne sais pas s'il y a des SQLiens rouennais qui sont là. Coucou. Voilà, on a traversé la France. D'ailleurs, on loupe la soirée karaoké d'SQLI Lyon de ce soir pour être là. Donc, j'espère que ça va vous plaire quand même. Voilà. Donc, pourquoi cette conférence, Émile? Et ben en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait Pas très Covid-friendly tout ça, quand même. Pourquoi cette conférence? Et ben comme tu l'as dit, ça fait un moment qu'on travaille ensemble et on a noté en fait plein de petits trucs, de retours d'expérience qu'on a. Ça s'est déclenché en 2019, Ouais, il y a c'est presque 4 ans, quand on a vu une cliente qui utilisait des adresses Yopmail sur une interface de production. On se dit c'est pas génial. Donc on a noté plein de petites choses comme ça et on va faire une mise en forme de tout ça aujourd'hui. Voilà, donc cette conférence, vous allez le voir, l'idée c'est de parler de la prod, mais depuis le début, donc de Ouais. son build jusqu'à sa mise en prod et les évolutions qu'on peut lui faire. On va pas parler que du run. On va commencer par le build. Donc pour ça, on va vous parler de la magnifique application Hamstergram. Voilà, toute ressemblance avec une application existante serait totalement fortuite. Donc c'est une application qui est centrée sur le hamster, quoi. On voudrait être numéro 1 sur le réseau social du hamster, à une ambition mondiale carrément. Ah, oui. Donc on a développé Hamstergram. Donc on a du mobile, on a du web, une appli assez canon. Niveau technologique, qu'est-ce qu'on a, Nicolas? Alors, donc on a choisi des technos que nous on connaît, donc qu'on fait principalement à l'agence de Lyon, donc du Spring, de l'Angular, une base Postgre, mais sachant que cette conférence se veut quand même assez généraliste, on va pas parler explicitement de comment on fait en Java et en Angular, C'est mais ça. des bonnes pratiques au sens large. Ça s'applique à... Si on parle à Java, mais Normalement, ça devrait s'appliquer à la majorité des technos. Et pour développer ça, on a une équipe assez solide, bon, 2-3 personnes, mais quand même, c'est les meilleurs. On a pas avec les des gens expérimentés. Ouais. La première dev qu'on a, c'est Caroline, qui est une dev senior, hein, qui a 8 ans d'expérience, qui fait beaucoup de veille et qui va tous les ans à Codeur en scène. Bon, vous l'avez peut-être pas remarqué parce que malgré ses lunettes, elle est assez petite. Mais voilà, elle fait beaucoup de veille, elle est très attentive, très dans l'amélioration continue, toutes ces choses-là. À côté de ça, on a Sheriff qui est lui un dev plus junior, mais il a beaucoup de fougue. Ouais, il faut que ce qu'il veut, c'est coder, tout ce qui est un peu rituel agile, tout ça, ça l'embête un peu, mais bon. Et on a Jean-Claude, Ce bon vieux Jean-Claude. qui est l'ops de la bande, hein, qui a un peu du mal à prendre le virage moderne, DevOps, automatisation. C'est un gars qui sait sortir de VI, mais bon, utiliser un Kanban, tout ça, ça lui fait un peu moins plaisir. Donc, on va commencer par le build déjà. Directement. Et Et- Sheriff, il est à fond. Il est parti là déjà, il a fait quelques US. Et Caroline lui rappelle à juste titre qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation et qu'il y a un peu de préparation à avoir. Donc on va voir un peu ce qu'on va faire au début de notre projet pour mettre en place correctement. Truc qui paraît évident, c'est mettre en place un repo Git. Hein, parce qu'on est en 2022, SVN, va falloir faire le deuil. Mais C'est encore du SVN, enlevez-le. on le sait, on le voit. Voilà, on va mettre en place un repo Git, on va quand même essayer de le configurer, protéger des branches. Ce qui va être intéressant à mettre en place pour plus tard, pour gérer sa production correctement, c'est de prévoir un système de version et de workflow associé. Parce que le workflow Git, vous avez peut-être déjà débarqué sur des projets où il y a Git, c'est très bien, mais savoir comment on va contribuer dessus, quelle branche faut targeter dans un premier temps et tout, c'est pas évident. Parce que j'ai déjà eu des gens qui me disaient j'utilise Git. Ah, vous utilisez chacun une branche différente et des branches de résoudre. Ah non, on est tous sur la même branche tout le temps. L'intérêt de Git est assez limité, là autant utiliser SVN. On a dit qu'on n'en parlait plus, Emile. Ouais, très bien.
Et puis on va le documenter tout ça. C'est important quand même la doc. Tu te rends compte? On fait de la doc avant de coder. Ça, si c'est pas disruptif. Donc en fait l'idée elle est très simple, hein, c'est que quand on arrive sur un projet, bah, on sache comment travailler dessus, comment marche le repo Git, est-ce qu'il y a des branches protégées, qui est admin, comment on collabore. Ah, vous êtes sûrement déjà arrivé sur des projets un peu legacy qui ont quelques années. Et le premier truc, comment j'installe, comment il fonctionne. Et souvent, il n'y a pas de doc. C'est ça. Il faut retenir que le README, bah, c'est déjà de la doc. Et pour un dev, c'est le plus simple. C'est du Markdown ou de l'ASCII-doc, les gars, c'est quand même pas compliqué, quoi. Vous arrivez direct. Donc on arrive, on fait un peu de doc, et on l'a fait pour ses copains. Donc là, on s'est quand même un peu préparé, on va pouvoir commencer à lâcher les chevaux et y aller très sérieusement, quoi. Et on va commencer par quoi? Par parler des tests. J'aime les tests. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'aime les tests? On doit vous le rabâcher souvent qu'il faut faire des tests. Si on vous le rabâche pas, On va s'en charger. voilà, c'est nous. Donc pourquoi est-ce qu'on fait les tests? Donc, déjà, tout bêtement, pour la maintenabilité et l'évolutivité de l'application. Tout bête, je reprends l'exemple du code legacy, vous modifiez une fonction. Combien de fois ça vous est arrivé de vous dire « Ah, j'ai peur de tout péter ». On ne sait pas comment ça fonctionne. Voilà. Parce que souvent, parce qu'il n'y a pas de test derrière, on n'est pas serein. Ça permet aussi de mieux gérer les montées de version. Pareil, est-ce que vous vous êtes déjà dit « Ah, j'ai telle version d'Angular à monter, j'ai telle version de Spring, tout autre framework, et vous n'êtes pas serein à la montée de version ». L'idée, c'est de préparer les tests et pas se dire « Hop, j'envoie en prod et on verra bien si ça casse ou pas ». Ce serait dommage quand même. Ça évite de tester en prod quand il y a des tests, de tout tester en prod. Et puis bon, une fois que vous avez écrit des tests automatisés, hein, parce qu'on parle pas de tests qu'on fait à la main, parce que ça, c'est assez peu de valeur ajoutée, on va les lancer le plus souvent possible. Parce qu'un test, vous avez peut-être passé 1 heure, 2 heures, des fois plusieurs jours à écrire le test, à le faire marcher correctement. Je suis content, il est bien, il est beau. Si vous le lancez une fois sur votre poste, ça sert à rien. Donc on va le lancer dans la CI. Ça nous paraît évident maintenant parce que c'est plutôt acquis, mais voilà. On va le lancer le plus souvent possible et en l'intégrant dans de la CI sur des merge requests, régulièrement, tous les jours, à chaque commit. Le plus on le lance, le mieux c'est. Tout à fait. Et donc, automatisation. Voilà, parce qu'on a commencé à automatiser nos tests, et là, généralement, quand on commence à mettre la main dans l'automatisation, on va pouvoir s'amuser un peu. Il va commencer à se Ouais. Parce qu'il faut bien retenir que l'automatisation, c'est important, parce que ce qu'on voit, le premier avantage de l'automatisation, c'est de gagner du temps sur des tâches répétitives. Lancer des tests sur votre poste à la main, si les tests y mettent un quart d'heure, ça va être pénible, ça va vous occuper et votre poste et votre temps. Voilà. Donc on va essayer de l'automatiser, on va le lancer dans de la CI, sur des runners, sur des choses comme ça. Mais en fait, l'automatisation, c'est plus qu'un gain de temps sur des tâches répétitives. L'automatisation, si on parle juste d'un test, un test, c'est comment un bout de code, alors ça peut être un test unitaire, un petit bout de code ou un test d'intégration, comment le bout de code doit marcher, ce qu'on attend, ce qu'on met en entrée, ce qu'on attend en sortie. Donc en fait, le test, l'automatisation en général, c'est un peu de la documentation, quoi. C'est quelque chose qui va être plus facile à maintenir parce que vous allez être obligé de le maintenir qu'une documentation ou qu'une procédure technique d'installation. Vous avez peut-être connu aussi cette joie. Donc ça va vous faciliter le démarrage ou le redémarrage d'un projet. De la même manière, vous déterrez un projet pour une raison X ou Y, vous ne savez pas comment ça s'installe. Si vous avez une PTI, vous avez 95% de chances qu'elle ne soit pas mise à jour, largement. Ou alors qu'elle a été mal mise à jour. Ouais, ou que c'est de la tradition orale perdue depuis des années. Donc voilà. Une automatisation, normalement, on est obligé de la maintenir quand on s'en sert. Donc justement, on va automatiser aussi la livraison. Ouais, la livraison un minimum, parce que c'est souvent là que ça pêche, et pour éviter de casser la prod, c'est mieux de fiabiliser la livraison. Donc on va pouvoir faire un peu d'infra as code, maintenant ça se fait de plus en plus. Mais bon, si l'infra que vous utilisez se prête pas forcément à de l'infra as code, que vous avez de la VM on-prem ou des choses comme ça, on peut quand même automatiser un peu avec de la config as code, de l'Ansible, des choses comme ça, pour être sûr d'avoir des versions cohérentes dont on va parler par la suite. Et ça passe aussi par le fait d'avoir un seul livrable pour vos applications, et donc tout ce qui est par exemple configuration de l'URL, de base de données ou autre, passer par un fichier de configuration, donc qui est sur Ansible ou autre, qui va regrouper toutes vos confs spécifiques par environnement. C'est ce qu'on appelle la promotion du livrable, c'est-à-dire que le livrable que vous avez déployé en dev, en recette, en pré-prod, en prod, c'est le même, il sera juste configuré différemment. Vous n'allez pas rebuilder un livrable différent à chaque fois.
Sinon, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis quasiment assurément. Parce que vous avez des risques, en fait, qu'à chaque fois que vous rebuildez ce nouveau livrable pour la recette, pour la prod autre, bah, ça soit pas exactement le même et qu'il y ait donc des risques c'est de ça. régression. Tout à fait. Et on va essayer d'avoir des environnements cohérents. C'est toujours mieux quand même. Alors ça peut paraître bête, ce qu'on se dit, bah, bien sûr, mes environnements, ils ont toujours telle version de Tomcat, telle version de Postgre. Il faut quand même bien s'assurer. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps de déployer sur un premier environnement, on est content, et on arrive limite en prod, il y a tout qui explose parce qu'on s'était rendu compte que c'était pas la même version de Postgre qui était installée, et personne n'avait jamais remarqué. Des fois, c'est un micro-patch près. Quand on a redémarré un serveur, il se passe quelque chose. Voilà. Des fois, on se dit, ah bah c'est bon, j'ai juste la même version mineure de Tomcat, ça va aller. S'ils ont monté des versions patch ou autres, c'est qu'il y avait une raison et que ça peut aussi vous causer des problèmes. Donc, faites bien attention à ça. Et si vous avez tout automatisé, c'est vachement plus simple d'avoir une bonne cohérence au travers de vos environnements. Voilà, vous n'allez pas vous poser la question, attends, est-ce que cet environnement, il est bien dans la bonne version ou celui-là? Non. Donc on a parlé des versions de DB, d'OS, de moteurs applicatifs, de versions d'application, mais il faut aussi que notre base de données, notre structure de données, elle soit cohérente d'une version à l'autre. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, tu vas nous en parler tout de suite, Nicolas. Alors, on en a loupé un bout. Eh ben, on va le faire hop là, c'est pas grave. T'as supprimé le slide? Non, c'est pas moi. C'est sa faute. Non. Donc, on voulait vous parler un peu cohérence de la base de données. Donc la base de données, c'est pareil, ça vit au fil de l'eau de l'application. On va rajouter des colonnes, des tables, renommer des champs, faire plein de choses. Et donc ce qui est important, c'est quand même de s'assurer que notre version de code corresponde à une version de l'application. Donc pour ça, il y a beaucoup d'outils qui existent. Le plus connu, ça doit être Liquibase que vous devez connaître. Pour les côtés Java, il y a Liquibase. Oh, ça existe pour plein d'autres technos. Oui, non mais c'est souvent les Java qui existent. Et donc le principe c'est quoi? Le principe c'est simple, c'est que toute modification que je vais faire dans ma base, je vais la mettre dans un petit fichier qu'on appelle un change set, qui va contenir exclusivement le petit bout de base. Enfin, création de colonne. On avait un bel exemple, mais c'est dommage, il a disparu. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Déjà c'est pour s'assurer que quand on part sur la version 1 de Hamstergram, on ait bien toutes les tables qu'il nous faut. Plutôt que de se dire aussi, attends, on va donner à Jean-Claude, tiens, joue-moi tous ces scripts, il me faut ça avant la mise en prod. Sauf que peut-être qu'on a oublié des scripts, peut-être que Jean-Claude il est très fiable, mais bon, ça peut lui arriver d'oublier quelque chose. L'erreur est humaine, enfin même pour les hamsters d'ailleurs. Et aussi l'avantage de Liquibase qu'on a, c'est qu'il a un système de rollback qui est déjà préparé. Tout à fait. Mais on reviendra sur le rollback tout à l'heure. Non, on en parlait dans la partie qui a disparu aussi. Bon, c'est dommage. On disait juste que faire des rollbacks c'est très bien, mais ça peut être compliqué. Faire un rollback d'une suppression de base c'est assez compliqué, donc si vous devez supprimer une base, supprimer une colonne, il faut anticiper ce rollback et potentiellement le faire en plusieurs fois, en plusieurs versions applicatives. En gros, vous allez déployer un changement de suppression de colonne. Vous allez supprimer réellement la colonne de votre table seulement une version plus tard de la livraison. Théoriquement, le rollback, en fait, c'est un truc qui se teste. On est arrivé dans des projets, moi j'ai été longtemps dans un projet où à chaque nouvelle version majeure, on testait un rollback. Donc on déployait en pré-prod la version release candidate et après on remettait la version d'après. C'était un peu bourrin, ça nous prenait une matinée. Bon, c'était automatisé donc ça allait. Mais on a détecté énormément de problèmes comme ça parce que le rollback, même si vous relisez, c'est ce qu'on faisait avant, on relisait tous les change Liquibase, ce qui nous faisait une belle matinée de travail aussi sympathique. Le XML, ça fait plaisir. Donc voilà, le rollback, théoriquement ça marche, mais ça doit se tester. Alors, l'idée, voilà, c'est ce qu'on vous a dit au début, on teste. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à retenir de la phase build déjà pour l'instant? Donc on est content, pour l'instant, pour Hamstergram, les tests sont écrits, on les a automatisés, et aussi notre déploiement est automatisé aussi. Donc on est plutôt serein. On va pouvoir commencer à penser à la mise en prod, la vraie mise en prod, maintenant qu'on a buildé quelque chose. Voilà, d'ailleurs, Shérif, il est chaud, il veut voir... C'est bon, t'as arrêté de m'embêter avec tes tests, on peut y aller là. Tout à fait. On va quand même un peu sécuriser parce que là, on a automatisé plein de choses, donc normalement, on est plutôt serein sur le process, la mise en prod. On va quand même, chez Jean-Claude arrive et dit, déjà, on va vérifier qu'on a bien un système de dump sur notre base, la base qui sera la base de prod, parce que si vous vous rendez compte que vous n'avez pas de dump, ce sera trop tard.
Voilà, parce que, ouais, c'est surtout quand ça arrive. Perdre une On semaine de posait tout à données. l'heure la question, qu'est-ce que tu as eu comme erreur en prod? Eh ben, c'est une fois un collègue qui avait fait une petite modif en base de prod. Il pensait pas que c'était la prod. Ça a dû arriver. Et là, on se rend compte, quand est-ce qu'il date le dernier dump? Ah, il y a 2 semaines. Ah. Mm. Voilà. C'est jamais bien au joyeux. Mais voilà. Donc on va faire sauvegarde de la base de données avec des dumps, sauvegarde des médias, parce que nous on a des téraoctets de photos de hamsters. Ce serait dommage de les perdre quand même. Et comme on l'a dit tout de suite, prévoir les rollbacks potentiellement, et bien sûr tester les rollbacks avant de passer en prod. Tout comme les restaurations de base, tout ça, on les teste avant. Si vous arrivez. On est serein que ça va bien se passer, mais bon, voilà, on teste le rollback parce que si vraiment il doit arriver, et ben c'est pas au moment où on doit l'exécuter qu'on se dit mince, il marche pas. Encore la semaine dernière, j'ai un client qui disait non, mais on passe en prod, on testera le rollback après. Mais Oui, on peut. il est dans l'énergie en plus, c'est très rassurant en ce moment. Maintenant, on va faire le vrai passage en prod. Bah, y a rien à faire. Bah ouais. Bah, au final. Si on a tout automatisé, en fait, chaque livraison que vous avez faite précédemment, sur de la prep, de la recette, Voilà. C'est une mise en prod en fait. c'est des mini-livraisons. Donc si en plus vous avez fait à chaque fois qu'il y a une merge request, pull request comme vous voulez, qui est mergée, en fait c'est une mise en prod. Votre processus de déploiement, il est rodé, il est solide, il est costaud. Il n'y a rien à dire. En fait, moi sur un projet même c'était ah, il n'y a même pas midi. Ah bon, on avait oublié, on était zéro stress et ça se passait très bien. Voilà. Ça devrait, toutes les mises en prod devraient être un non-événement, le plus possible. Après, il y a des fois ça se passe pas bien, mais voilà. Donc voilà, Mais ça, on peut retenir maintenant, Émile. on retient beaucoup de choses. Ah bah. Si on livre souvent, si on automatise, si on versionne tout ce qu'on peut versionner, et qu'on teste et les restaurations et les rollbacks, normalement on est serein, et la vraie MEP, le vrai passage en prod, devrait bien se passer. Donc maintenant, donc on est content, les devs en général là ils sont contents, ils se disent c'est bon, j'ai fait ma partie build. Ouais, ça fait quelque chose sa première MEP quand même. Mais bon, on est content, on se dit c'est bon, allez, on a fêté ça, allez, maintenant je pars en vacances, c'est plus mon problème. Et ben non, il faut quand même surveiller la prod, faire attention, et il y a plein de choses à faire sur la prod. C'est ce qui arrive à cette pauvre Caroline. Parce qu'il se passe quand même, c'est un peu différent la vie une fois que l'appli elle est en prod. Il va quand même se passer des choses qu'on voyait pas précédemment, quoi. Tout à fait, on va un peu changer notre organisation de travail. Ouais. Voilà, maintenant, il y a un bug en prod, ça doit être la priorité absolue. On sait que c'est jamais toujours le plus plaisant pour les devs, mais ça doit quand même rester la priorité. Donc maintenant, les retours utilisateurs, donc c'est ce qu'on dit, Faut traiter tous les retours de prod. Hein. Il y a des équipes qui marchent en Scrum qui disent non, mais on a tous nos points pour le sprint, on peut plus fixer les incidents. On a déjà entendu ça. Bon, généralement le PO arrive et voilà. Mais donc le workflow de travail va changer, mais aussi potentiellement le workflow Git, parce qu'on avait un Git avant où on livrait, je sais pas, une recette toutes les 2 semaines. Maintenant, si vous cassez le tunnel de paiement d'un site, votre client il va pas attendre 2 semaines pour que ce soit réparé. Surtout avec nous, Amstergram, qui est quand même une application grand public, on se doit d'être assez réactif. Bah c'est ça, avec nos milliers d'utilisateurs. Les données aussi, parce qu'avant on travaillait avec des données moquées, ça allait très bien, on faisait plein de choses, mais reproduire un bug de prod avec des données moquées, bah, ça marche pas bien. Ça marche pas bien, puis on n'aura jamais la même volumétrie, on n'aura jamais des vraies données utilisateurs. Ce qui va changer aussi, c'est que, bah... Non, c'est sur la série d'après. Ouais, vas-y. Continue. Donc oui, donc là, comme on disait, il y a les données, c'est très important. Donc, le mieux, c'est de faire tout ce qu'on dit. Donc, soit vous avez un environnement de MCO, vous avez fait votre dump automatisé, et donc chaque nuit, par exemple, ce dump est mis automatiquement sur l'environnement de MCO, comme ça vous utilisez au prod. Données offusquées, on précise. Ah, la RGPD. Voilà, c'est important quand même. Pour avoir donc reproduire exactement ce bug de prod, parce que voilà, en plus l'utilisateur, on ne sait pas, peut-être qu'il a réussi par quel sortilège à insérer en base de données une donnée que vous n'aviez pas du tout prévue. Ils sont très doués les utilisateurs en général. Il ne faut pas les sous-estimer. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est quand même assez important d'avoir les vraies données de prod. Tout à fait. Et c'est là où on passe à la question, est-ce qu'on peut vraiment avoir une pré-prod isoprod? Parce que dans l'idéal, on va essayer de reproduire ça le plus possible. Donc c'est-à-dire d'avoir, comme disait Nicolas, des données qui sont importées, éventuellement offusquées, mais qui sont importées de la prod régulièrement.
l'applicatif, l'infrastructure qui sera ISO. Voilà, la même mémoire, tout ça, ce qu'on ne sait pas, parce que la volumétrie. C'est ça. Mais il faut garder en tête que une pré-prod, c'est très très rarement isoprod. Bon, déjà en volumétrie des activités utilisateurs, suivant ce que vous allez faire. Si vous faites du gros batch de calcul, c'est assez facile à reproduire en pré-prod. Si vous avez une application grand public, plusieurs milliers d'utilisateurs, à moquer comme comportement, c'est très compliqué. Et des fois, on a des surprises assez bêtes, mais des trucs comme les crawlers de référencement. Sur une pré-prod, c'est fermé parce que vous voulez pas que votre prep soit référencé par Google. Et donc, on a eu un problème de server-side rendering sur une montée de version Angular, où en pré-prod tout se passait bien, et en prod, les crawlers de référencement faisaient tomber la prod. Et ça, c'est un truc, on pouvait pas y échapper. Donc voilà, il y a plein d'autres choses comme ça qui sont pas ISO d'une pré-prod à la prod, mais c'est assez, voilà, c'est toujours un peu de surprise, et il faut bien se rendre compte qu'on n'est jamais complètement ISO. Alors, donc en général, non, comme on disait, il y a un bug en base de données. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous devs, c'est qu'on a envie d'aller voir un peu la base, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi du comment. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut? Donc déjà, doucement, on va s'assurer de ne pas avoir d'accès en écriture sur la base de prod, hein, pour éviter le petit souci dont je vous parlais tout à l'heure de supprimer 2 semaines de données. Si vraiment il y a des petits malins qui ont quand même les accès en écriture, il y en a toujours un. On enlève le commit auto quand même aussi, voilà, pour éviter les petites surprises. Hein. On respecte aussi l'architecture, là, s'il faut passer par un tunnel quelconque, enfin, s'il a décidé de foutre des trucs tordus. Non, la vraie base, la vraie règle, accès aux bases de données de prod, c'est que les développeurs n'ont pas accès aux bases de données de prod. Simple. Ça devrait être ça. Ça veut dire qu'il faut mettre en place, comme on l'a dit, des process automatisés pour avoir de la donnée fraîche qui va servir à faire des mocks, à reproduire des comportements. Mais idéalement, une équipe où les devs ont accès à l'infra de prod et particulièrement à la base de données. Ne serait-ce qu'aussi, comme on disait tout à l'heure, pour des questions un peu légales. Oui, suivant le type d'application, voilà, bien sûr. Quel est votre client, ça peut être sensible de laisser tous les accès aux développeurs. Tout à fait. Et on a bien testé, on est content, mais malheureusement, il arrive quand même des incidents sur Amsterdam. Eh oui, il va falloir les gérer, les incidents. Faut vous garder en mémoire que vous avez beau faire tout comme il faut, même très très bien, vous allez toujours vous prendre les pieds dans le tapis à un moment ou l'autre. En soi, c'est pas grave, parce que ça va nous permettre d'apprendre, Tout à fait. de progresser. Et par contre, ça veut aussi dire une chose, il n'y a peut-être pas assez de tests. Oui, je reviens toujours sur mes tests. Mais donc, c'est aussi une opportunité de rajouter des tests, parce que cette partie-là de l'application a mal été testée. Tout à fait. En fait, les incidents, voilà, faut juste prévoir du temps, de la ressource et potentiellement un process pour les traiter. Donc, des choses, on va faire des tickets, gérer des historiques d'incidents, de comment on les a résolus, qu'est-ce qu'on a pris comme action corrective. Mais voilà, un incident, il faut prévoir aussi que ça va arriver et il faut prévoir pour les traiter. Et donc pour ça, il y a plusieurs moyens de faire. Il y a des trucs très codifiés, les post-mortem, les retex, des choses comme ça. L'idée, c'est pas forcément de faire un vrai void paper à chaque incident, hein, parce que vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas forcément utile. Mais c'est de se prévoir forcément un temps d'échange à la fin, quand l'incident est résolu ou en cours de résolution, et mettre l'équipe autour de la table, parce que peut-être que l'équipe va avoir des idées sur comment faire pour qu'un incident de ce type ne se reproduise pas, ou pour éviter que ça se reproduise. Je dis 2 fois la même chose. On a eu il n'y a pas longtemps, on a vu un bug en prod. On le corrige, on est content, très bien. Et mise en prod suivante, on est content. 5 minutes plus tard, appel des utilisateurs. Ah, le bug là que vous avez corrigé il y a 3 mois, il est revenu. Mais comment ça? Parce qu'en fait, le dev qui avait fait ça n'avait pas reporté son commit sur les autres branches. Voilà. Donc le process qui manquait, donc ça nous a permis de nous améliorer derrière ça. Tout à fait. Donc voilà, ça peut être l'incident, ça peut être l'opportunité, ça doit être l'opportunité d'améliorer quelque chose pour corriger. Donc ça peut être le code, le monitoring, les tests, comme tu disais tout à l'heure. Tout le temps des choses à améliorer quand on a un incident, il faut qu'on ait quelque chose en réponse à l'incident qui corrige ça. Donc, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est tout ce qui est les versions applicatives. Donc déjà, ça peut paraître bête, mais prendre au démarrage de l'appli les dernières LTS de chacune des versions. Combien de projets Java on a vu qui partaient encore aujourd'hui sur du Java 8? Ouais, alors que c'est plus maintenu depuis
1 an, 2 ans. On a tous beaucoup aimé Java 8, je le sais. Hein. On l'aime bien notre Java 8, mais à un moment il faut accepter de le laisser. Il faut faire le deuil. Ouais. Donc déjà ça, et puis tout au long de vie de l'application, il faut penser quand même à regarder de temps en temps, à faire les mises à jour de nos applis, pour éviter de se retrouver comme il y a un an, je pense que quelques-uns ont vécu, le Log4j, voilà, où d'un coup le nombre d'applis, oh purée, vite, faut tout corriger, voilà. Si on avait chacun dans notre coin monté petit à petit la version, on n'en serait pas arrivé à ce drame-là. Parce que c'était plus facile de fixer quand tu avais un Log4j2 qu'un Log4j1 qui avait 4-5 ans. Et pourquoi est-ce qu'on le fait pas aussi? On en revient toujours pareil, les tests. On le fait pas parce qu'on a toujours peur, on en rediscutait, des gens qui me disent oh, j'ai plus envie de monter ma version d'Angular, ça m'a tout cassé, j'ai pas confiance. Mais si au final j'ai mes tests, je sais quoi corriger, je suis beaucoup plus serein sur ma montée de version. Tout à fait. Si on a une bonne couverture, c'est plus facile. Donc on fait ça à peu près sur tout. Tout à fait, Nicolas. Donc qu'est-ce qu'on retient, Emile, là-dessus? On va adapter son organisation. Quand on passe en mode run, c'est différent quand on fait du full build et qu'on va juste créer un nouveau produit et qu'ensuite on le mettra en prod. L'organisation va changer, le workflow, même potentiellement l'équipe va changer, on va rajouter à l'équipe des liens vers une équipe support, une équipe exploit s'il y a lieu d'être, mais voilà, l'orga va forcément changer et il faut l'adapter. Et c'est le rôle de chacun, tout à fait. Il faut d'ailleurs prévoir, si on peut, une capacité minimale, si on est en agile, dans son sprint, je dis une bêtise, 20%, pour se dire, voilà, je ne blinde pas mon sprint que de features, mais il faut que mes devs puissent répondre aux incidents de prod s'il y en a. Tout à fait. Donc voilà, c'est notre métier à tous. Hein, Oui. On aime faire du build, ça c'est clair, mais une fois qu'on a mis en prod, c'est aussi pour nous. On prévoit des process pour gérer les incidents et on surveille ces versions pour qu'elles soient le plus possible à jour. Tout à fait. Donc maintenant, on pense quand même être assez serein, tout ça, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un peu mieux quand même? Ouais. Caroline, elle revient de codeur en scène encore cette année et elle a vu plein de super trucs pour améliorer sa prod. Comme vous tous, j'imagine. J'espère. Donc on va voir un peu tout ce qu'on peut faire sur une appli qui tourne bien, qui existe, mais pour level up un peu tout ça. Donc déjà, on va pouvoir un peu mieux gérer son monitoring. Parce que là, l'application, elle tourne dans son coin, mais on ne sait pas trop comment elle vit. Déjà, ça passe par les logs. Donc les logs, c'est bien. Mais des bons logs, c'est mieux. L'idée, c'est pas de dire, voilà, je mets un log là pour mettre un log là parce que j'ai envie, ça a l'air joli. Non, il faut vraiment se dire quels sont les points d'entrée, qui sont pertinents pour mettre des logs. Donc déjà, ça passe par deux manières de faire des logs. Donc vous avez des logs entre guillemets manuels, vous allez faire votre log, .info, .erreur, tout ce que vous voulez, vraiment précisément là où vous voulez dans le code, pour des besoins métiers. Voilà, j'ai envoyé tant de photos ont été mis sur Amstergram. Merci. Par l'utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser de l'AOP, donc programmation par aspect. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée grosso modo c'est d'englober votre bout de code par un autre bout de code, c'est très clair. Donc l'idée étant par exemple de dire voilà, si vous voulez loguer toutes les fois où vous rentrez ou sortez des fonctions, plutôt de prendre chacune de vos fonctions, de mettre je suis entré, je suis sorti. Voilà, vous allez pouvoir séparer le technique du métier. Ça permet de garder du code métier propre sans le polluer avec des logs ou des choses comme ça. Il faut aussi pouvoir un peu qu'on puisse lier nos logs, parce que ça, avoir des logs c'est bien, mais se dire que ça vient du même utilisateur qui a fait telle action, puis celle-là, qui s'est passé dans telle méthode, c'est mieux. Donc pour ça, on peut utiliser un ID de corrélation qui nous permettra, plus tard, quand on va lire nos logs de prod, de voir le chemin qui est fait. Tout à fait. On va mettre des logs pour le front aussi. C'est mieux, parce que on n'y pense pas, mais vous avez une appli web de base, c'est tout pété, les utilisateurs voient rien. Si vous avez que des logs de votre back, vous n'allez pas vous en rendre compte. Alors comment on peut faire? C'est une méthode, il y en a plein des méthodes pour surveiller le front. L'idée, c'est qu'on peut, nous dans notre cas, sur Amstergram, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit service Angular qu'on l'appelle logger. Donc on fait logger.info, tout ce qu'on veut. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie au back une requête en poste pour loguer. Donc le back va récupérer et le loguer, voilà, et l'agréger avec les autres. Parce que, voilà, sinon, en général, sur vos applis, vous êtes assez aveugle côté front, où le back, vous savez bien ce qui s'est passé, mais en général, qu'est-ce qu'il a fait l'utilisateur pour en arriver là? Où est-ce qu'il a cliqué, tout ça? Et ben, on sait pas trop et ça... Des logs front, ça peut vachement vous aider, ouais.
Et des Puis métriques. on va rajouter des métriques un peu quand même. Parce que là, on est sur une application grand public avec beaucoup d'utilisateurs, donc déjà, on va rajouter des métriques métiers. Donc des trucs assez simples. Donc ça peut paraître assez évident, hein, mais ça peut être juste lire une valeur en base, le nombre d'utilisateurs actifs, mais de les exposer sur un endpoint ou de les publier sur un agrégateur de métriques pour pouvoir les voir à n'importe quel moment. Et on va aussi pouvoir mettre de la métrique de performance. Parce que comme on a dit, tant qu'on n'est pas en prod, on a pu très bien prévoir, il me faut tant de RAM pour une application, tout ça. Tant qu'on n'est pas en prod et qu'on n'a pas vraiment nos utilisateurs finaux, bah, on n'a aucune idée de comment celle-ci va réagir. Et pour la performance, on peut mettre des APM. Voilà, on a plein d'outils qui existent, que vous allez pouvoir brancher, qui vont vous permettre voilà, de monitorer votre application, combien de mémoire elle consomme, son CPU au fil du temps. Voilà. Donc, nous, on vous en a listé quelques-uns, hein, comme vous pouvez. Et déjà, si vous êtes en Java, ce que vous pouvez déjà mettre en place, c'est Spring Actuator, qui est tout bête. Vous avez rien, c'est juste une libre à rajouter. Et déjà, il va vous exposer des endpoints qui vont vous donner un peu l'état de votre application à l'instant T. Tout à fait. C'est déjà pas mal. Et donc là, on a des métriques, on a des logs, c'est très bien. On va parler très rapidement d'observabilité, c'est un vrai sujet que j'espère vous connaissez. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, vos logs, vous allez en faire plein, mais c'est pas vous. C'est comme tout ce que vous développez, hein, quand vous êtes développeur, c'est pas forcément vous qui allez vous en servir. Les logs, c'est ça. C'est quelqu'un de l'exploit éventuellement, ou Jean-Claude dans notre cas, qui va gérer les logs. Les métriques, c'est pareil. Qui va les utiliser? Qui va les lire? Parce qu'avoir des logs, c'est bien, mais si on n'a pas remarqué que ça fait 5 jours qu'il y a des logs en erreur partout. C'est ça. Donc il faut penser un peu plus loin et tirer vers l'observabilité. On a mis une définition qu'on trouvait assez juste de l'observabilité, que peut-être discutable, hein, mais voilà. L'observabilité, c'est juste avec de la télémétrie, être capable de connaître à n'importe quel moment l'état de notre système dans son intégralité ou de chaque sous-partie de notre système. Donc c'est une réflexion un peu plus globale que juste faire du log, juste faire de la métrique un peu bêtement, pour vraiment voir plus loin et avoir un maximum d'indicateurs. Et s'il y a un truc qui pète, juste avoir un gros bouton rouge qui clignote, qu'on s'en rende très vite compte. C'est un peu comme les tests tout à l'heure, écrire des tests c'est bien, mais si ils ne sont jamais exécutés, ça n'apporte pas grand chose. Voilà. Je sais pas combien de fois tu as dit quelque chose c'est bien, mais tu gagnes 1 euro à chaque fois. Je suis riche. Enfin, j'aimerais. Donc on va aussi vouloir apporter un peu de changement sur notre appli. Ouais, on a parlé des mises en prod, des choses pour notre livraison, elle est automatisée, donc logiquement on peut mettre en prod assez régulièrement, assez sereinement, mais on a quand même des moyens aussi d'apporter du changement sans mettre en prod. Un truc qui peut être intéressant à étudier, c'est ce qu'on appelle le feature flipping. Dans Java, c'est Toggles qui fait ça, qui est assez connu pour faire ça. C'est en gros, on va livrer une feature qui sera désactivée et qu'on va activer à un instant T. Ça se fait beaucoup sur des applications utilisateurs. Si vous voulez appliquer une feature le midi, vous n'allez pas faire votre mise en prod le midi. Vous allez livrer votre appli avec la feature désactivée et l'activer par la suite. Et ça vous permet, s'il y a un truc qui ne marche pas, ou que vous faites un build avec votre nouvelle feature, de pouvoir la désactiver. Généralement, c'est représenté par un état en base de données avec une table Toggles qui va gérer ça. Aussi, on peut versionner nos API. Ça peut être sympa de versionner une API si on veut mettre une appli mobile par exemple, pour éviter les régressions, pour assurer la rétrocompatibilité pour être précis. On va pouvoir versionner nos API sur nos applis mobiles par exemple. Ce qu'on vous dit bien sûr, c'est ce qu'on vous propose des solutions d'amélioration, mais bien c'est clair que si vous avez une appli qui est utilisée par 10 personnes, ça va être un peu overkill de mettre ça en place. On est bien d'accord. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux choses-là, ou d'autres choses qui vont permettre de faire ces trucs-là qui ont l'air super sympas, bien sexy et tout, c'est très compliqué à mettre en place quand vous avez de la base relationnelle. Faut assurer la rétrocompatibilité des schémas, des choses comme ça. Donc ça va être un peu le bazar. Avoir du versionning d'API sur une appli avec une base relationnelle et un schéma un peu compliqué, ça peut vite... Ça se fait, mais ça se prévoit. Ça se fait pas, on se lève un matin, Ouais. tiens, Tout à fait. C'est un truc à prévoir au long terme et assurer. Voilà. Donc plus de tests. Bah ouais. Toi, t'aimes bien ça les tests, donc on va en rajouter. Donc là on avait du test unitaire, des tests d'intégration, plein de choses. Ce qu'on va pouvoir rajouter déjà, ce qui est assez simple aujourd'hui finalement à rajouter, c'est du test de sécurité. Parce que là en plus on a une appli grand public qui est ouverte sur internet. On va pouvoir ajouter des choses, ce qui est assez connu, c'est le Top 10 OWASP. Donc l'analyse elle peut se faire directement sur SonarCube ou d'autres outils d'analyse statique. C'est en gros si vous avez ça dans votre CI, c'est une option à cocher.
et vous avez le top 10 OWASP qui est analysé sur votre code statique, enfin en statique. Et on peut aller sur des tests un peu plus velus, des tests dynamiques de sécurité avec les proxys OWASP par exemple pour tester ça. Et de la même manière, on peut aussi commencer à considérer des tests de charge, des tests Toujours avoir tests de charge. selon Perf. la volumétrie de votre application, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que déjà que les chefs de projet n'aiment pas quand on fait des tests, alors allez leur vendre ça. Ah. Donc qu'est-ce qu'on retient là-dessus? On retient que il faut rajouter des logs, mais des logs pertinents, qu'il faut penser au monitoring et tout ce qui est observabilité, et que surtout on peut toujours s'améliorer. Ouais, Voilà. mais que c'est toujours un équilibre à trouver, on pourra toujours faire mieux, mais C'est est-ce pas- que ça en vaut le coup? voilà. La C'est peine? pas grave de se dire aujourd'hui j'ai pas ça en prod, c'est terrible. Non, et puis à tout moment on peut toujours corriger le tir et rajouter des petites fonctionnalités pour respecter un peu plus sa prod. Petite conclusion? Voilà, donc en conclusion, ce qu'on a vu c'est que respecter sa prod, ça se fait depuis le début, à tout moment du projet, hein. C'est pas que quand on est en mode run, faut l'avoir prévu avant. Donc c'est tout le monde qui doit respecter sa prod, c'est pas juste nos amis DevOps qui eux sont en charge du run. Et ça nous permet quand même de nous simplifier la vie, de moins stresser, de moins se dire il y a la prod, il y a une mise en prod, tout ça. Voilà. Tout ce que vous allez faire en test, en automatisation, en fait, ça va vous simplifier le quotidien normalement. Et on peut toujours s'améliorer, mais il faut trouver l'équilibre. Et les ops, parce que là on a parlé des développeurs, mais les ops on est quand même de plus en plus. On sort de nos caves, donc on est un peu là. En fait, quand on réfléchit un peu, maintenant les ops on fait du code comme les autres. Bon, il y a du YAML, du TF, c'est pas vraiment du code. Mais en gros, toutes les méthodes qu'on a expliquées ici, ça s'applique partout. Parce que c'est bête, mais du code d'infra as code, ça se teste. Du code Ansible, ça se teste. Ça se versionne, ça se bichonne, comme un développeur normal. Et puis voilà, on pourrait parler de l'infra, même plus tard, mais Mais déjà, c'est plutôt pas mal, on a une application qui est un peu dingue, elle est pas mal. elle est pas mal. Elle tient bien, on a du monde sur nos hamsters, donc c'est cool. Voilà, donc merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des retours d'expérience aussi à nous partager. Ouais, des petites anecdotes à raconter. On prend avec plaisir. Oui, merci. Large en avance. Merci beaucoup Émile et Nicolas pour la conférence. Est-ce que vous avez des questions? On a à peu près 3 minutes pour prendre des questions. Première question peut-être? Oui, là-bas. Je voulais savoir comment... Vous m'entendez? Oui, ah oui. Je voulais savoir, oui. Moi, je suis d'accord avec l'importance des tests. Je suis dev mobile en freelance. Et les clients, on ne peut pas leur rajouter ce chiffrage-là. Tout ce qui est test, sécurité, ils refusent. Est-ce que vous avez des petites techniques pour leur faire comprendre l'importance Pour les tests sécurité, tu t'abonnes à des revues de cybersécurité où tu as 4 cyberattaques qui sortent par jour et tu les renvoies tous les jours. Ça pourra peut-être les aider, hein. Mais les mentalités sont vraiment en train de changer là-dessus, au moins sur les tests sécu, parce que c'est de plus en plus présent, ça arrive de plus en plus près de chez nous. À Rouen, il y a eu une cyberattaque en 2019, on a eu un petit retour tout à l'heure dessus, donc il y a toujours moyen de leur mettre un peu la pression. Et après, l'équilibre à trouver, c'est se dire, quand on propose des tests de sécurité, la plupart du temps, il y a des gens qui disent, mais c'est parce que tu n'es pas serein sur la sécurité de ton appli. En fait, il faut expliquer que il y a jamais assez peu de choses qui sont très, très fiables et que de toute façon, tant qu'on ne le teste pas, on s'en assure pas. Mais avec l'évolution des mentalités, ça devrait être de plus en plus facile de vendre des tests de cybersécurité, enfin, au moins des tests d'intrusion. Et on constate même, nous, qu'il y a de plus en plus de clients qui on est une ESN, nous, donc on fait des applications, clients récupèrent. Et après, c'est les clients, ils vont payer d'autres prestats pour faire des pentests, des choses comme ça dessus. Donc, souvent, on se fait taper sur les doigts, forcément, parce qu'ils trouvent des trucs qu'on n'avait pas vus. Mais de plus en plus, ça rentre de plus en plus dans les mentalités. Pour donner un complément par rapport à ça, il faut peut-être aussi renvoyer la balle au client entre un site qui présente des photos de hamster et un site qui va présenter par exemple des sites bancaires. Qu'est-ce que le client est prêt à assumer en termes d'attaque?
Est-ce que C'est ces ça. données peuvent être corrompues ou pas? Oui, non. Il doit l'écrire et après, en fonction de ça, on peut mettre Amstergram. Bon, s'il y a une faille de sécurité, que des photos de hamsters sont dévoilées, c'est pas très grave. Et ça va dépendre. Hein. Ça dépend du client, mais justement, c'est un moyen de renvoyer la balle au client. Oui, C'est lui renvoyer la balle. c'est quelle est son la image de valeur, marque. Quelle Et, est quelle est l'image de marque et quelle est la valeur des informations, et donc à lui de l'assumer. Et c'est Tout vrai à que fait. Il ne faut pas hésiter à en parler en amont au client, qui ne puisse pas entre guillemets se retourner contre vous après en disant bah ouais mais pourquoi vous l'avez pas fait et tout, c'était du bon sens, ça le bon sens je l'ai beaucoup entendu. Voilà, vous lui en avez parlé avant, si c'est lui qui dit non, c'est lui qui a dit non après, c'est dommage mais... Est-ce qu'il y a une autre question? Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous met juste le lien vers l'open feedback de Codeur en scène, parce que c'était notre toute première conférence. Et donc on serait très heureux d'avoir vos retours pour tout ça. Merci beaucoup. Merci.